Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des films que j'ai vus pendant le mois de juillet, à savoir pas mal de blockbusters et surtout un peu de Disney. Forcément, c'est un peu la saison. Alors, commençons avec le premier film, s'il vous plaît. Anna est le nouveau film de Luc Besson qui a du mal à redorer son blason et ce n'est pas ce film qui va l'aider financièrement parlant, puisque le film n'est pas un gros succès comme il l'espérait avec son film Lucie qui avait lui été un gros succès. Alors pourtant il a un très très bon casting, la révélation Sacha Luce est vraiment surprenante puisqu'elle joue très très bien, vraiment rien à dire là-dessus, mais je trouve qu'en fait que c'est le scénario qui souffre d'un sérieux déséquilibre. En gros, l'histoire, c'est que c'est une espionne du KGB qui va mener des missions. On va découvrir un petit peu son passé aussi. Et à un moment, elle va se faire embaucher par la CIA. Donc, elle est vraiment entre deux équipes, donc les Américains et les Russes qui sont à la guerre. Et elle va devoir trouver son identité, sa place et qui elle veut défendre. Alors, en fait, le scénario, je trouve qu'il aurait très bien pu sortir dans les années 90. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, ce serait un film culte comme Nikita par exemple, ou Le Cinquième élément. Mais du coup, les gadgets et les retournements de situation dans ce film, ben, ils passent pas très bien. C'est un peu un film has-been, j'ai envie de dire. Il y a quand même des scènes d'action qui sont très cool, très bien chorégraphiées. La mise en scène, la direction artistique, quand même, il y a quelque chose qui a de la valeur dans ce film. Mais il y a vraiment un souci avec le scénario. Et puis en plus, dès le début du film, on a beaucoup d'allers-retours dans la timeline, entre les passés, le présent, le futur, parfois le passé du passé, le présent du passé, tout ça. Enfin, vraiment, c'est assez compliqué au début pour savoir où est-ce qu'on va. Mais au bout d'un moment, bien sûr, ça s'enchevêtre très bien. Mais le début est vraiment difficile pour savoir où on est et quand on est. Et puis, l'autre défaut du film, ça reste l'écriture du personnage de Anna. Voilà, à l'heure où les femmes ont des rôles plus importants et moins portés sur leur physique, ben Anna, on dirait qu'elle rétropédale un peu. Son personnage a un physique qui fait qu'elle n'est jamais tranquille par rapport aux hommes. Elle est toujours draguée ou les hommes semblent toujours attirés par elle. Et du coup, ça fait que c'est un peu has-been et ça sonne faux en fait. Voilà. Dommage. Film numéro 2. Spider-Man Far Away From Home. Alors, j'étais pas du tout très chaud pour ce nouveau Spider-Man en solo, parce que le premier m'avait un petit peu ennuyé. Je le trouvais vraiment banal et comme un épisode filler dans la saga Marvel. Mais celui-là, j'ai vraiment pris une grosse claque. J'ai vraiment passé un très très bon moment. En fait, Spider-Man dans ce film-là, c'est après Avengers Endgame. Donc si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, ce film-là est un énorme spoiler, puisque tout est basé sur la fin d'Avengers Endgame et surtout sur qui décède dans ce film, à savoir Tony Stark. Et voilà, on a énormément d'affiches, de posters, d'hommages en fait à Iron Man partout, dans les aéroports, sur les murs, sur les graffitis, partout. Et ça fait que Spider-Man a beaucoup de mal à vivre son deuil, puisque il le connaissait personnellement. Et en même temps, il essaye de vivre une histoire d'amour, et en même temps, il y a un méchant qui débarque, et on ne sait pas trop d'où vient la menace au début, et en plus, il y a Mysterio qui arrive, et je trouve que le background qu'ils lui ont donné ici est plutôt pas mal. Ça jongle en fait entre le teen movie d'un ado amoureux, l'humour et le sérieux post-traumatique. Comme j'ai dit, Mysterio est un méchant très intéressant avec des pouvoirs d'illusion complètement fous. Ces scènes où il utilise ses pouvoirs, je les trouve incroyables parce qu'en même temps, elles sont très très bien chorégraphiées et en même temps, on arrive à bien comprendre qu'est-ce qui se passe alors que justement, le but du jeu, comme il utilise des pouvoirs d'illusion, on perd complètement pied, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et voilà, je trouve les effets spéciaux en plus très très bien réalisés. Et puis la scène post-générique, c'est pas juste un bonus, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment une scène très drôle. Et il y a un caméo qui fait vraiment très très plaisir à la fin. Donc restez, si vous avez l'occasion de le voir, restez jusqu'à la fin parce qu'elle est énorme. Film numéro 3. Tolkien. Il s'agit d'un biopic sur Tolkien, donc l'auteur de Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, sur sa jeunesse, sur ses inspirations, son grand amour et surtout la Première Guerre mondiale qui va forcément l'influencer sur son écriture et sur la noirceur de ses fictions. Alors le film se concentre vraiment sur la personnalité de Tolkien, sur son amour pour les univers
imaginaire, le fantastique, la fantaisie, créer des langues, créer des mots bizarres, tout ça. Et en fait, je regrette un peu que le film ne se concentre pas plus sur l'écriture. Toutes ces œuvres très connues aujourd'hui ne sont pas du tout évoquées dans ce film. On ne le voit presque pas écrire, en fait, ces livres, parce que c'est quand même Tolkien. Mais par contre, on a toutes ces inspirations. Rien qu'à voir dans la bande-annonce, on voit par exemple que les explosions pendant la Première Guerre mondiale avec les obus, avec le bruit, avec l'espèce de fumée qui en sortait, ça lui faisait penser à un dragon. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Smaug, de ces créatures dangereuses dans Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, qui sont bien évidemment les œuvres les plus connues. Mais ça s'intéresse vraiment à l'humain qu'il y avait derrière Tolkien, derrière tout ça. Et voilà, ça reste quand même un film plutôt correct et qui va sûrement plaire aux fans de Tolkien, mais peut-être pas aux fans de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Si vous attendez un film comme ça, vous allez être déçus. Film numéro 4, Pour les soldats tombés. Alors, on reste un petit peu en accord avec Tolkien, puisque ici, c'est un film de Peter Jackson, donc le réalisateur de Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Alors, Peter Jackson, il a fait ce documentaire sur les soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale, parce que il avait des ancêtres qui y ont participé. Et j'avais vu pas mal de critiques sur l'absence des soldats français dans ses archives. Oui, mais voilà, il a utilisé les archives anglaises. Voilà, puis s'il commençait à chercher dans les archives françaises et tout, ça lui aurait fait un boulot monumental et peut-être qu'il n'aurait pas eu de fil rouge à raconter. Parce qu'en fait, ce film se base sur les archives filmées, sur les photos, et puis il y a en plus la voix off des soldats qui ont participé, qui racontent leur histoire. Et ces images-là ont en fait été numérisées, insonorisées et colorisées, tout ça. Et ça donne vraiment quelque chose d'assez surprenant, puisque en même temps, on voit que l'image a été travaillée, en même temps, c'est un boulot monstrueux, ça la rend très proche de la réalité. Les images sont vraiment très impressionnantes, et puis en plus, on suit vraiment le quotidien des soldats au plus près, et on voit que c'était horrible. Et ce film, c'est vraiment un hommage à tous ces soldats, parce qu'ils étaient très jeunes, parce qu'il y a eu énormément de morts, et ils ont vécu là-bas dans les tranchées. C'était vraiment pas joli, quoi. Vraiment, ils avaient aucune hygiène, ils avaient aucun moyen de s'amuser. Puis voilà, les obus, la mort, tout ça, très sympa. Et puis en plus, ils évoquent un petit peu l'absurde de la guerre à la fin, et au début, bien sûr, lorsque ils se retrouvent face aux Allemands prisonniers, et qu'ils les regardent et ils se disent, mais en fait, ils sont comme nous, quoi. Et c'est horrible. Parce que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est terrible. Film numéro 5, Le Dain. Alors, Dupieux, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Police. J'ai un peu du mal parce que c'est très particulier, c'est vraiment un univers sur lequel complètement absurde, et moi j'ai un petit peu du mal. Mais en tout cas, ça reste très fidèle à lui-même. Et c'est l'histoire d'un mec qui a un blouson en daim. Et on dirait que ce blouson en fait va lui insuffler l'idée qu'il faut qu'il n'y ait plus d'autres blousons dans le monde et qu'il doit être le seul blouson du monde, et que l'homme soit le seul à porter le blouson dans le monde. La direction artistique enlève complètement les couleurs vives, par exemple, donc ça donne quelque chose d'un peu austère, d'un peu triste, un peu badant. Ça reste de l'humour noir, ça reste un espèce de mini-thriller un peu qui se prend pas au sérieux. Et puis, si on adore Dujardin, on adore Dujardin tout simplement. On adore le voir à l'écran dans ce genre de rôle où il s'amuse énormément à créer un personnage un peu fou, un peu colérique, un peu dépressif par moments aussi. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé Dujardin dans ce film. Je ne sais pas si j'ai aimé le film, mais en tout cas Dujardin, il est au top comme toujours. Film numéro 6. Alors, nous allons parler du film tant attendu, celui... Tout le monde voulait le voir, tout le monde en a parlé longtemps, et j'ai vu énormément de critiques mauvaises à son égard. Je parle bien évidemment du Roi Lion. Alors, ce remake doit-il être vu comme un remake ? Ou est-ce qu'on peut le voir comme un simple film, tout seul, envers et contre tout ? Parce que si on compare en fait ce film avec le dessin animé de notre enfance pour la plupart, c'est sûr qu'il est perdant. Parce que il n'a pas les voix françaises. Jean Piat, qui faisait Scar, nous manque encore plus parce que lui, pour le coup, il est décédé. Et c'était
un comédien exceptionnel de doublage. Et même les voix qu'on retrouve du dessin animé original, comme Jean Reno, ben, il y a une grosse différence, c'est que Jean Reno, maintenant, il a 70 ans. Et ça fait que Mufasa, il fait un peu vieux dans son jeu. Et c'est pas la faute de Jean Reno, Jean Reno, il a 70 ans et c'est comme ça. Mais ce qui fait que Mufasa, on dirait qu'il est encore plus vieux que dans le dessin animé. Et surtout, les scènes de chansons qui sont hyper connues dans le dessin animé et hyper appréciées, dans ce film-là, ils n'ont absolument pas la créativité qu'ils avaient. Les chansons n'ont pas de chorégraphie et il n'y a pas de scène magique qui recourt à des effets spéciaux particuliers pour faire comme un clip en fait. Et donc ça fait que les chansons sont beaucoup plus banales. Ce Roi Lion en fait a fait le choix d'être presque réel avec ce design hyper réaliste des animaux. Du coup, les chansons sonnent faux ou inhabituelles parce que on est dans le réel et tout à coup on a une chanson, on a les animaux qui se mettent à chanter et ça fait un peu bizarre, je trouve. D'ailleurs, parfois l'animation fait fausse aussi, surtout lorsqu'ils essayent d'humaniser le petit lion en lui donnant des émotions, en le faisant par exemple sourire ou en lui faisant faire des choses qu'un lionceau ne ferait pas d'habitude. Ça donne un truc un peu creepy, je trouve, un petit peu étrange, parce que comme il est proche du réel, du coup on n'a pas le recul pour se dire ok, ce n'est pas la réalité. Mais le niveau d'animation reste quand même très bien élevé, c'est quand même complètement fou de réussir à faire ça aujourd'hui et tout. Et surtout, l'émotion est là quand même. Moi, ce que j'attends d'un film, c'est des émotions. Et la scène, évidemment, des gnous me donne toujours des frissons. Je pense que c'est ma scène préférée de cinéma. Et voilà, et j'adore cette scène. Mais de toute façon, le film, il est quand même très apprécié. Et beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Donc, est-ce que ma critique était si essentielle à ça ? Non, mais je voulais quand même apporter un point différent. Est-ce qu'il faut vraiment garder en mémoire le dessin animé ? Le dessin animé, très bien, au passage. Mais est-ce qu'on peut apprécier quand même ce Roi Lion-là pour ce qu'il est et non pas pour le remake qu'il est ? Il faut voir aussi qu'est-ce qu'il apporte de nouveau avec par exemple le personnage de Nala qui a plus de scènes ou Shanzi aussi qui est une méchante un peu plus intéressante que dans le dessin animé, je trouve. Salut, c'est encore moi. The Operative. Alors, c'est un film d'espionnage avec Diane Kruger et Martin Freeman sur une femme qui est engagée par le Mossad pour faire des missions à Téhéran. Et en fait, à partir de là-bas, ils vont la perdre de vue. Ils vont perdre son contrôle et ça va devenir un petit peu une agente dissidente. Donc, très ennuyeux pour eux. Et tout le film va être de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a changé de camp et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de la retrouver et qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais ils la retrouvent. Alors, ce film est une adaptation, donc le livre doit être très bien, mais le film est assez plat, oubliable et sans intérêt, malgré la présence du casting. Il n'y a pas vraiment de scène forte où la tension est palpable. C'est pourtant un sentiment qu'il faut qu'on retrouve, je pense, dans les films d'espionnage. Voilà, je me suis ennuyée et je n'aime pas vraiment m'ennuyer devant un film. Voilà, donc non, je ne recommanderais pas The Operative. Je pense qu'il y a d'autres films d'espionnage qui sont beaucoup plus intéressants et qui sortent cette année. Voilà, c'est tout pour cet avis, un peu court, c'est vrai, mais voilà, il faut faire simple parfois. Sur ces 7 films que j'ai pu voir pendant le mois de juillet, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez un avis différent ou si vous avez envie de partager le vôtre, eh bien allez-y, pas de problème. Si j'ai raté des films intéressants, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et je vous dis à bientôt pour le prochain avis qui sera du coup pour le mois d'août, où on a encore des films très intéressants qui vont sortir et j'ai très hâte de les voir. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!